Le Benny Hill Show a captivé des millions de foyers au Royaume-Uni et s'est exporté dans le monde entier, touchant 140 pays avec son humour déjanté. Pourtant, après 3 décennies de triomphe, la télévision a brutalement décidé de l'annuler. Les proches de Hill sont convaincus que cette annulation a précipité la mort de cette légende de la comédie. Pourquoi cette émission comique, souvent qualifiée de scandaleuse, a-t-elle pris fin si abruptement? Et avez-vous entendu cette rumeur persistante selon laquelle la tombe de Benny Hill aurait été déterrée? Tous les fans de Benny Hill ou de la télévision britannique, vous ne voudrez pas rater cette histoire absolument incroyable. Mais prenons du recul. Comment le jeune Alfred est-il devenu le mythique Benny Hill? Qu'est-ce qui a mené au déclin inexorable du Benny Hill Show après des années de succès fulgurants? À quoi ressemblaient les dernières années de Benny Hill, marquées par la solitude et la maladie? Et comment son travail est-il perçu aujourd'hui, entre admiration nostalgique et controverse brûlante? Pour plonger au cœur de cette saga, nous devons remonter le temps jusqu'en Angleterre, dans les tumultueuses années 1920. Préparez-vous à un voyage fascinant dans la vie d'un génie comique qui a fait rire le monde entier, tout en affrontant ses démons personnels. Si vous êtes prêts pour des anecdotes hilarantes, des révélations choquantes et une analyse approfondie, likez la vidéo dès maintenant, abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche des notifications. C'est parti pour l'histoire complète de Benny Hill, les origines humbles d'un futur géant de la comédie. Né sous le nom d'Alfred Hawthorne le 21 janvier 1924 à Southampton, en Angleterre, Benny Hill émerge d'un milieu modeste qui forgea son caractère unique et son sens de l'humour irrévérencieux. Sa famille, représentative de la classe moyenne britannique de l'époque, naviguait entre stabilité précaire et défis financiers constants. Son père, Alfred Hill, exerçait le métier d'entrepreneur et de commerçant, gérant un petit magasin spécialisé dans les appareils chirurgicaux, un commerce qui, ironie du sort, vendait principalement des préservatifs, un produit tabou à l'époque qui assurait néanmoins un revenu modeste mais régulier. Sa mère, Hélène Cave, incarnait le pilier domestique traditionnel en tant que femme au foyer, veillant sur le foyer avec une tendresse infinie malgré les contraintes économiques. Alfred, prénommé d'après son père, était le deuxième de 3 enfants, grandissant dans un environnement où l'argent était souvent serré, obligeant la famille à des économies drastiques. Les Hill, comme tant d'autres familles ouvrières aux moyennes des années 1920, faisaient face à des difficultés financières récurrentes, factures impayées, repas frugaux et une constante vigilance budgétaire qui imprégna l'enfance d'Alfred d'une leçon de résilience. Les parents d'Alfred incarnaient une frugalité presque proverbiale. Au lieu de confier leurs maigres économies à une banque, institution encore méfiante après la Grande Dépression naissante, ils préféraient cacher l'argent sous le matelas, un rituel qui symbolisait leur méfiance envers les systèmes modernes et leur attachement aux méthodes ancestrales. Cette parcimonie devint une marque indélébile chez Benny Hill adulte. La presse britannique ne manquait jamais une occasion de le taquiner sur son mode de vie ascétique, contrastant avec la fortune qu'il amassa plus tard. Benny l'avare le surnommait Hills affectueusement, soulignant comment cet héritage familial influença sa perception de la richesse comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. L'enfance d'Alfred, surnommé affectueusement Alfie par les siens, fut loin d'être idyllique. Son père, souvent appelé le capitaine en raison de son tempérament autoritaire, imposait une discipline rigide qui instillait chez le jeune garçon une peur viscérale et un malheur profond. Des épisodes de violence domestique, bien que courants à l'époque, laissaient des cicatrices émotionnelles durables. Coup de ceinture pour une bêtise mineure, réprimande tonitruante qui résonnait dans la petite maison de Southampton. Alfie se recroquevillait souvent dans un coin, observant le monde avec des yeux emplis de terreur, apprenant à masquer sa vulnérabilité derrière un masque d'humour naissant. Sa mère, en revanche, offrait un havre de douceur. Elle le gâtait discrètement, lui passant des caprices anodins comme un bonbon supplémentaire ou une histoire au coucher du soleil. C'est elle qui planta les premières graines de créativité en lui, racontant des contes farfelus qui firent germer son imagination débordante. Dès son plus jeune âge, Alfie manifesta une inclination pour le travestisme ludique, non pas comme une exploration adulte d'identité, mais comme une forme d'expression comique innocente. Il enfilait les robes de sa mère ou des foulards improvisés, mimant des personnages féminins exagérés avec une malice enfantine. Ce penchant, loin d'être réprimé, devint un fil conducteur de sa carrière. Dans ses sketchs futurs, Benny Hill excellerait à incarner des femmes caricaturales, des mégères acariâtres ou des ingénues séductrices, utilisant ce talent pour déconstruire les normes de genre avec une légèreté burlesque. Ces jeux d'enfants n'étaient pas seulement un passe-temps. Ils étaient une échappatoire, un moyen de transformer la peur en rire, la douleur en divertissement. Au fil des ans, cet amour pour le spectacle s'intensifia. Alfie dévorait les affiches des théâtres locaux, assistant à des représentations de musicals où des clowns et des comiques régnaient en maître. Il n'était pas un simple spectateur. Il absorbait chaque geste, chaque chute, chaque punchline,
rêvant de fouler les planches lui-même. « Je ne peux pas rester éternellement dans l'ombre », se disait-il, imaginant une vie de projecteurs et d'applaudissements. Dans son esprit d'enfant, le comédien était l'ultime figure héroïque. Monté sur scène, il récoltait des ovations plus nourries que quiconque, entouré d'une cour de jolies danseuses en plumes et paillettes. Les femmes dans la salle s'esclaffaient à ses blagues grivoises, applaudissaient avec ferveur, et Alfie fantasmait. Il doit gagner plus d'argent que n'importe qui, parce qu'il est la star, cerné de belles filles. Tout le monde l'adore. C'est la vie qu'il me faut. Ce rêve, naïf mais puissant, devint son phare personnel, guidant ses pas vers un destin qu'il pressentait inévitable. Pourtant, à l'aube de l'adolescence, l'idée de devenir comédien était vue comme une lubie frivole, surtout dans une famille de classe moyenne où la stabilité primait. Le père d'Alfie, pragmatique jusqu'à l'os, insistait pour qu'il embrasse un vrai métier. Apprentissage chez un artisan, poste de bureau, n'importe quoi de respectable. Alfie céda temporairement, enchaînant les petits boulots ingrats. Il travailla comme vendeur chez Woolworth, empilant des boîtes de bonbons sous les néons froids. Il livra du lait à dos de cheval et de charrette, traversant les rues brumeuses de Southampton au petit matin, les sabots claquant sur les pavés humides. Ses corvées laissaient un goût amer, mais dans son temps libre, il se rebellait en secret. Il se produisait dans des salles de concert miteuses, des cabarets enfumés où il testait ses premiers sketchs devant un public clairsemé. Des rires sporadiques, des applaudissements tièdes, c'était peu, mais c'était un début. Le point de non-retour survint un matin pluvieux de 1940. Alfie, armé d'une valise usée et de quelques shillings en poche, monta dans un train pour Londres, Waterloo Station comme destination fatidique. « Je vais devenir une star », se murmurait-il, le cœur battant la chamade face à l'inconnu. Les premières années furent un calvaire, auditions ratées, nuits dans des pensions sordides, repas sautés pour économiser. Mais progressivement, l'optimisme paya. Des engagements sporadiques dans les cercles théâtraux londoniens, des rôles de figuration qui lui permirent de se faire un nom. Benny, son nom de scène naissant, commença à circuler, un clin d'œil à son idole Jacques Benny. Hélas, la Seconde Guerre mondiale interrompit brutalement cette ascension. En 1941, Benny fut enrôlé dans l'armée britannique, où son talent comique sauva sa peau. Au lieu du front sanglant, il intégra le Combined Service Entertainment, une unité dédiée à divertir les troupes. Là, sous les projecteurs improvisés des camps militaires, il affina son art, racontant des blagues sur les officiers pompeux ou mimant des danses absurdes pour égayer les soldats épuisés. C'est durant cette période chaotique qu'il rencontra Reg Varney, une légende du music-hall qui devint son mentor. Varney, impressionné par l'instinct comique du jeune homme, déclara plus tard « Je n'avais rien à lui apprendre. Tout était déjà là, en lui. C'était un artiste brillant, sans aucun doute. Regardez simplement où il a fini. » Ces mots, prononcés des décennies plus tard, soulignent l'évidence du génie de Hill. Après la guerre, en 1945, Benny reprit la route, sillonnant l'Angleterre en tant qu'artiste de music-hall. Au début, la popularité était au rendez-vous, salle comble, rire tonitruant. Mais avec le temps, les applaudissements s'estompèrent, les engagements se raréfièrent. De retour à Londres, le moral au plus bas, Benny toucha le fond, se demandant si son rêve n'était qu'une illusion. Pourtant, une opportunité inespérée l'attendait. Il avait accumulé une expérience inestimable au théâtre et à la radio, mais un nouveau média émergeait, la télévision. Benny comprit intuitivement son potentiel. Atteindre des millions sans fouler les planches, un rêve pour un homme qui se sentait parfois maladroit sur scène. Je ne réussissais pas très bien comme comique pur, confia-t-il plus tard. Alors, j'ai pensé à l'écriture. Pendant cette longue semaine, il se cloîtra, écrivant des sketchs à la chaîne, imaginant des scénarios burlesques pour ce petit écran naissant. Un jour, armé de son manuscrit, il frappa à la porte de Ronnie Wallman, chef du département divertissement de la BBC. « Ce sont des sketchs pour la télévision », expliqua-t-il nerveusement. « Je pense qu'elle aura besoin de matériel original. Ne jugez pas trop durement, dites-moi juste stop quand vous en avez assez, et je vous laisserai lire le reste. » Waldman, intrigué, parcourut les pages et s'arrêta sur un sketch prometteur. Au lieu de le commander à un autre, il insista. « Joue-le-moi, Benny, fais-le vivre. » Confus mais exalté, Benny obéit, et ce fut une révélation. Ronnie vit immédiatement le potentiel. Ces sketchs devaient être incarnés par Benny lui-même, personne d'autre. Ainsi naquit The Benny Hill Show en 1955, d'abord sous forme de pilote. Diffusé pour la première fois en 1956 en noir et blanc, ce programme de variété mêlait chansons dans ses comédies absurdes. Le succès fut immédiat. L'émission devint un pilier de la BBC, propulsant Benny au rang de visage emblématique de la télévision britannique.
Tandis que de nombreux artistes de music hall peinaient à transiter vers ce nouveau média, certains disparaissant corps et biens, Benny s'adapta avec une facilité déconcertante. Il avait un amour viscéral pour la télévision, un médium qui amplifiait son génie visuel. Sa capacité à endosser plusieurs personnages simultanément, grâce à des astuces de montage ingénieuses, était révolutionnaire à une époque où les effets spéciaux étaient rudimentaires. Chaque épisode était une explosion de créativité, un cocktail de gags physiques et de parodies qui captivait les foules. Benny n'était pas qu'un pionnier, il était un innovateur redéfinissant la comédie télévisuelle. Pourtant, il refusait la complaisance. En 1962, il osa Portrait of a Bridegroom, une série où il interprétait 4 rôles distincts, explorant des thèmes plus introspectifs. Bien qu'elle n'ait pas égalé le triomphe de son show principal, elle affirma sa polyvalence. En 1969, Benny rompit avec la BBC pour ETV, une décision risquée qui paya dividende. Sous Time Television, The Benny Hill Show renaquit en couleur, conquérant non seulement le Royaume-Uni mais le globe entier. Des chansons hits comme Ernie, The Fastest Milkman in the West toppèrent les charts. Des apparitions au cinéma, comme le fabricant de jouets excentriques dans Chitty Chitty Bang Bang 1968 ou le professeur Simon Peach dans The Italian Job 1969, le propulsèrent vers une gloire hollywoodienne. Aux États-Unis, malgré les barrières culturelles, ces gags visuels burlesques, chasses effrénées, malentendus hilarants, firent-mouche, attirant des fans par millions. Sa fortune explosa, mais Benny resta fidèle à ses racines. Appartement modeste à Teddington, pas de luxe ostentatoire. Avec toute cette richesse, on ne porte qu'une chemise à la fois, un pantalon à la fois. Philosophait-il. On mange un repas à la fois. Si je vais à Paris, ce que je fais souvent, je peux m'offrir un bel hôtel, un spectacle à l'Olympia ou au Bobino. Mais le plus cher, c'est 20 livres pour un siège. Je suis au régime, je ne dîne pas chez Maxim's tous les soirs. L'argent ne change rien à cette ombre qui me suit partout. À ce stade, Benny était l'homme le plus heureux du monde. Carrière au zénith, richesse inouïe, adoration planétaire. Mais comme toute étoile filante, les ombres s'allongeaient. Les fans se délectaient de ces sketchs foisonnants de belles femmes, les fameux Hells Angels, mais les tabloïds guettaient le scandale. Rumeurs de liaison avec des actrices auditionnant chez lui, spéculations sur son orientation sexuelle après sa mort, bien qu'illégale jusqu'en 1967 au UK. Benny, imperturbable, riait de ses commérages, ça m'amuse plus qu'autre chose. Pourtant, sous la surface, l'homosexualité supposée n'était qu'un symptôme d'une vie privée tourmentée, où l'humour masquait une solitude profonde. Cette partie explore les fondations d'un empire comique bâti sur la résilience et l'imagination. Benny n'était pas né pour la gloire. Il l'avait forgée dans l'adversité, transformant une enfance difficile en carburant pour un rire universel. Mais comment cet humour, autrefois célébré, vira-t-il à la controverse? C'est ce que nous verrons dans la partie suivante, où le déclin s'annonce. L'âge d'or du Benny Hill Show et les premiers signes de tourmente. The Benny Hill Show, diffusé de 1955 à 1989 avec des interruptions, incarna l'essence même de la comédie britannique pendant plus de 3 décennies. Produit initialement par la BBC puis par Time Television, ce programme de variété évolua du noir et blanc au technicolor éclatant, totalisant 100 épisodes qui séduisirent des générations. Des baby-boomers des années 1960 aux ados des années 1980, les téléspectateurs se massaient devant leur poste pour savourer les pitreries de Benny, une potion magique de burlesque américain, d'hommage aux films muets et d'une inventivité visuelle qui défiait les limites techniques de l'époque. À son apogée dans les années 1970, l'émission attirait plus de 21 millions de téléspectateurs britanniques par épisode, un record qui la propulsa comme l'une des exportations culturelles les plus lucratives du Royaume-Uni, syndiquée dans 140 pays et adorée outre-Atlantique pour sa universalité slapstick. Au cœur de son attrait résidait la signature de Benny, la poursuite. Ces séquences effrénées où il était traqué par une horde de femmes en tenue légère sur fond de la mythique Yakety Sax de Boots Randolph. Ralenti par des astuces de caméra pour un effet comique Keystone Cops et flics ineptes des muets hollywoodiens. Ces scènes inversaient les rôles. Au lieu de poursuites policières, c'était Benny, le méchant lubrique, fuyant une meute vengeresse au milieu de quiproquos escaladants. Ajoutez à cela des parodies d'acérées de célébrités de la reine à Clint Eastwood, des chansons grivoises à double sens et des animations en direct où Benny multipliait les rôles via montage astucieux. Et vous obtenez un cocktail irrésistible. L'émission n'était pas qu'un show. C'était un univers parallèle, un carnaval télévisuel où l'absurde régnait en maître. Pourtant, cet âge d'or n'était pas exempt de fissures. Dès les années 1970, des murmures critiques émergèrent, pointant du doigt le sous-texte sexuel omniprésent. Les Hells Angels, ces danseuses pulpeuses en angels sont Jane Leave,
future Daphné de Frasier, en tête, incarnait pour certains l'empowerme ludique, pour d'autres une objectification flagrante. Benny, qui auditionnait souvent chez lui, fut accusé de favoriser les actrices pour des faveurs. La danseuse Nikika allégua un pincement de sein trop vif en répétition. L'ex-modèle de page 3 Stéphanie Martin et la punk Queen Hazel O'Connor parlèrent d'emploi conditionné à des avances. Benny nia tout, et Sue Upton, sa chorégraphe et amie, défendit farouchement. C'était toujours les filles sexy qui avaient le dessus littéralement. Les actrices comme Liv décrivirent un plateau familial, Benny comme un père gâteau bienveillant. Les débats font rage. Justine Gray voit un oscillant de sexisme bon enfant et misogynie crue, comparable aux pitreries de Harpo Marx. Jamie Lewis du UK indépendant que, vu d'aujourd'hui, ces sketchs paraissent inoffensifs et désuets, comme des reliques d'une ère évolue. Le racisme pointa aussi son nez. Certains sketchs caricaturaient des minorités ethniques avec des stéréotypes grossiers, accents exagérés, masques ridicules, perpétuant un humour colonial d'un autre temps. La montée de la comédie alternative dans les années 1980 avait des trublions comme Ben Elton, The You-Ones ou Rick Mayall, The New Statesman, balaya ses vestiges. Cette vague rebelle, influencée par le punk et le thatcherisme, disséquait les normes sociales, le racisme et le sexisme avec une verve acide. Elton, lors d'une apparition chez Terry Wogan, fustigea « Il devrait y avoir de la censure ». Un comédien qui finit chaque show en arrachant les vêtements d'une femme et en la pourchassant en sous-vêtements dans un parc, dans un monde où les femmes ne marchent pas en sécurité, c'est inquiétant. Note, aucune scène exacte comme celle décrite n'existait, mais l'hyperbole illustrait le malaise croissant. Cette nouvelle garde accusa les vieux routiers comme Benny, car you are you being served, de misogynie latente, reléguant leur humour léger au rang de relique patriarcale. Malgré ces remous, l'émission prospéra. En 1972, Benny rafla un BAFTA pour meilleur scénariste. En 1981, nomination au Primetime Emmy. Yakety Sax devint hymne national, élu chanson TV préférée en 2021 sur ETV. The Benny Hill Show surpassa même Monty Python en audience globale, un exploit pour un one-man show. Benny, perfectionniste obsessionnel, peaufinait chaque gag, nuit blanche à noter idées sur des serviettes, refusant les pauses. Sa vie privée, un désert affectif, 3 fiançailles rompues, se nourrissait de ce travail. La comédie était sa seule passion, confia Dave Freeman, co-scénariste. Pourtant, les signes de déclin s'accumulaient. Audience en berne fin 1980, moins de 10 millions VS. 21 en 1977, coût de production exorbitant pour un format vieillissant. En mai 1989, le coup près tomba. John Howard Davies, chef des divertissements légers chez Thames, annula le show, citant baisse d'audience et frais élevés. Au Guardian, il lâcha. L'émission a dépassé sa date de péremption. Benny était bien jeune, mais à la soixantaine, reluquer une jolie fille, c'est différent. Benny, abasourdi, se sentit dévasté, un mot récurrent chez ses proches. Davies remplaça par M. Béant de Rowan Atkinson, un triomphe qui enterra définitivement l'Air Hill. Pourquoi cette chute? Au-delà des chiffres, c'était un choc générationnel. La comédie alternative triomphait, reléguant le burlesque au musée. Les féministes et antiracistes dès les années 80 voyaient en Benny un symbole d'un UK patriarcal agonisant. Pourtant, des défenseurs rares que condamnés il ignore le contexte. Humour consensuel d'une époque pré-Diez Metoo où ces angels étaient des stars consentantes. Cette annulation ne fut pas qu'une fin professionnelle. Elle précipita un effondrement personnel. Benny, reclus dans son appartement spartiate, ignora les offres hollywoodiennes, sombrant dans l'isolement. Une crise cardiaque en 1982, refus d'opération, diagnostic rénal en 1990, rejet de dialyse. Sa santé chuta, culminant en thrombose coronaire. Le 20 avril 1991, à 67 ans, il s'effondra sur son canapé, seul. Découvert une semaine plus tard par son agent Denny Kirkland, alerté par une odeur suspecte, Benny laissait un appartement en désordre. Placard de prix non ouvert, chèques impayés, une vie de moine comique. Sa fortune, estimée à 7,5 millions de livres, passant comme exagéré, alla à ses nièces un neveu. Les rumeurs post-mortem foisonnèrent, homosexualité cachée, fortune enterrée. Sa tombe à Twickenham fut profanée peu après, corps intact mais clôturé depuis pour la paix. Comme Chaplin, dont il fut l'héritier spirituel, prix Chaplin 1991, collection d'épisodes chez le maître, Benny incarna le clown triste. Une comédie musicale west-end en 2021 raviva sa flamme, posant la question « génie ou dinosaure ?» Cette partie révèle un empire comique fissuré par les vents du changement, annonçant une fin tragique. Prochainement,
Les dernières années et l'héritage. Le déclin tragique, la mort mystérieuse et l'héritage contesté de Benny Hill. Les dernières années de Benny Hill furent un crépuscule poignant, un contraste saisissant avec les rires qu'il avait semés. Après l'annulation choc de 1989, Benny se replia sur lui-même, transformant son modeste appartement de Teddington en forteresse solitaire. Ce 2 pièces louées, inchangé depuis des décennies, murs nus, sans photo ni déco, reflétait son aversion pour le matérialisme. Malgré une fortune colossale, Benny n'acheta jamais maison ni voiture. Il marchait ou prenait le bus, économisant comme au temps de son père. L'argent ne comble pas le vide, confiait-il à de rares amis. Ses journées se résumaient à la télévision, des heures asonnées sur des vieux films muets, notant frénétiquement des idées de gags sur des bouts de papier, des cartons de chemise, tout support à portée. Perfectionniste à l'extrême, il ne déconnectait jamais. Même en vacances à Paris, ses carnets se remplissaient de concepts pour un hypothétique retour. Sa santé, négligée depuis longtemps, devint un ennemi sournois. En février 1990, non 1982 comme erroné dans certaines sources, une légère crise cardiaque le terrassa. Les médecins prescrivirent un pontage qu'il refusa catégoriquement, terrifié par les bistouris. « Je préfère rire que trancher », plaisanta-t-il faiblement. Une semaine plus tard, diagnostic d'insuffisance rénale. Dialyse recommandée, rejetée avec la même obstination. Hospitalisé au Royal Brompton de Londres, il reçut une visite surréaliste. Michael Jackson, fan inconditionnel, qui avoua collectionner chaque épisode. Les 2 icônes brainstormèrent un sketch fou, Benny dansant plus vite que le roi de la pop via illusion caméra. Ça aurait été légendaire, regretta Jackson plus tard. Mais la réalité rattrapa. Thrombose coronaire en mars 1991 et le 20 avril, Benny s'éteignit seul, assis sur son canapé, la télé allumée sur un vieux Chaplin. La découverte de son corps, 7 jours plus tard, frappa comme un coup de tonnerre. Des voisins, inquiets d'une odeur nauséabonde s'échappant de la porte, alertèrent Denny Kirkland, son agent et confident. Kirkland força l'entrée et trouva Benny affaissé, visage figé en une grimace paisible. Le désordre ambiant, pile de scripts jaunis, trophées entassés dans un placard comme des reliques oubliées, chèques non encaissés témoignant d'une indifférence à la fortune, peignait le portrait d'un homme qui avait tout gagné sauf la paix intérieure. L'autopsie confirma une mort cardiaque. Pas de suicide, juste l'usure d'un corps poussé à bout. Ses proches, dont le frère décédé récemment, pleuraient une vie de génie incompris. L'annulation l'a brisé, murmura sa nièce. C'était son oxygène, ce show. En conclusion, l'histoire de Benny Hill est un roller-coaster émotionnel, d'un gamin travesti de Southampton à une icône mondiale, puis à un reclus brisé par l'annulation de son show chéri. Son génie burlesque visuel, parodie géniale, Yaktisax immortel conquis 140 pays, mais heurta les vagues du changement social. Mort seul en 1991, tombe profané par des rumeurs avides, Benny incarne le clown éternel, riant pour masquer les larmes. Aujourd'hui, son legs divise mais fascine, rappelant que l'humour est éphémère, mais le talent éternel. Merci pour cette plongée, likez si touché. Commentez vos souvenirs, abonnez-vous pour plus. Au revoir et riez toujours.